Vous écoutez Ose être toi avec Amanda, le podcast qui vous accompagne sur le chemin de l'authenticité et des relations qui font du bien. Ici, on parle de tout ce qui peut vous permettre de vous sentir plus libre et pleinement vivant. Dans chaque épisode, je vous propose des pistes de réflexion et des clés concrètes avec douceur, audace et humour pour vous décomplexer et vous déculpabiliser. Parce qu'être soi, c'est un sacré voyage. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien, à le liker et à laisser un commentaire, parce que c'est grâce à vous s'il continue d'exister, de grandir et d'inspirer d'autres personnes. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de choses à vous transmettre, à vous partager et je suis contente de vous retrouver pour un épisode de podcast. J'aime vraiment beaucoup enregistrer ces épisodes, c'est un moment particulier pour moi où je me pose et où c'est un moment de création en fait, de créativité et de partage. Même si je suis toute seule devant mon micro, je vous imagine en train d'écouter, de recevoir ce que je vous dis et voilà, c'est un moment particulier. Ce serait difficile à retranscrire ce que je ressens dans ces moments-là, mais je me sens vraiment centrée, posée à l'intérieur de moi, en connexion avec moi et quelque part avec vous aussi. Donc c'est précieux. Et puis, comme vous le savez, depuis quelques semaines, j'ai commencé à animer une émission en ligne et en direct qui s'appelle « Oser parler d'amour ». Et c'est vraiment... j'adore animer cette émission. Chaque semaine, j'invite des personnes que je trouve inspirantes pour vous transmettre leur point de vue, leur vision et aussi des clés très concrètes pour mieux s'aimer soi-même et mieux être en relation, mieux aimer les autres. Et j'ai eu des super retours sur les premiers épisodes. Vraiment, ça plaît beaucoup. J'en suis ravie. Ça me tient à cœur. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche de savoir que ça vous parle, que ça vous transmet des choses. Donc, j'espère vraiment qu'on sera de plus en plus nombreux et nombreuses. Je vous invite vraiment à venir faire l'expérience du direct. Il y a un replay, vous pouvez écouter en replay. Mais c'est pas la même chose en direct et en plus vous pouvez interagir avec l'invité de la semaine et moi dans le chat et puis vous pouvez aussi demander la parole et venir nous parler et soit qu'on vous propose des pistes, soit vous faire coacher en direct, qu'on réponde à votre question et voilà, je vous propose vraiment de venir faire cette expérience et vous trouverez évidemment tous les liens en description de cet épisode pour vous inscrire ou pour écouter les replays. Et donc mercredi, c'est Marine Montier qui vient nous parler, qui est une femme très inspirante, très intéressante, qui est très engagée contre les violences conjugales et familiales et qui va nous parler à la fois de son parcours et en même temps de ce qu'elle a appris, compris et de ce qu'elle transmet au quotidien dans tout ce qu'elle met en place pour lutter contre ces violences. Et encore une fois, on va vous donner des pistes concrètes. Le titre de l'émission, c'est « Il y a des violences dans mon couple et pourtant, je n'arrive pas à partir ». Donc déjà, c'est pour pouvoir se déculpabiliser, pour pouvoir identifier les violences et puis aussi trouver des moyens de s'en protéger petit à petit. Et si vous avez à partir, eh bien de trouver les moyens de pouvoir le faire. Je rappelle que ça ne remplace pas une thérapie ou un espace thérapeutique, mais c'est déjà une amorce et ça permet de se sentir moins seul. Donc si vraiment il y a des gens à qui ça pourrait être utile, n'hésitez pas à partager ça. C'est mercredi soir à 20h. Et alors aujourd'hui, ça fait longtemps que je pense à ce sujet d'épisode de podcast. On va parler du fait d'oser demander, d'apprendre à demander. Vraiment, ça fait longtemps que ça marine à l'intérieur de moi. J'avais beaucoup de sujets à aborder et puis aujourd'hui, j'avais envie que ce soit celui-là. J'avais fait un épisode qui s'appelait « Deviner les besoins des autres ». Et je vous recommande de l'écouter parce que vous allez comprendre que c'est en lien avec le fait d'apprendre à demander. En fait, très souvent, on a tendance à deviner les besoins des autres. Et on attend, de ce fait, que les autres devinent nos besoins et que les autres devinent les demandes que l'on ne formule pas.
Donc ça, c'est la première chose fondamentale. Tant que je suis dans l'espoir que l'autre va deviner la demande que je ne formule pas, il n'y a pas de raison que j'apprenne à demander. Donc c'est déjà sortir de cette illusion que ça puisse fonctionner comme ça. Il y a des gens qui devinent tout à fait vos demandes sans que vous le formuliez, qui ont une propension à ça, qui sont sensibles et dans le sacrifice, parce que c'est être dans le sacrifice que de deviner sans cesse les demandes non formulées, en fait les besoins non formulés. Ça, en fait, ça prend beaucoup d'énergie. J'en connais quelque chose parce que j'ai beaucoup fonctionné comme ça. En fait, dans ma vie, j'ai été amenée à développer une capacité d'adaptation et de lecture, d'interprétation, en fait, le fait de deviner ce dont les autres ont besoin, ce que les autres ressentent. Alors, c'est formidable dans mon métier, évidemment, mais dans ma vie personnelle, ça m'a souvent coûté cher et c'est surtout épuisant de fonctionner comme ça. Donc il y a des gens qui sont tout à fait capables de deviner les demandes que vous formulez pas. Et c'est très agréable quand ça se produit. Et alors on va pas se leurrer non plus dans une relation d'amour, mais aussi dans une relation d'amitié ou de collaboration. L'idée, c'est quand même de pouvoir être à l'écoute de l'autre et parfois, on va de manière assez naturelle et assez fluide deviner ce que l'autre ne formule pas. Là où ça devient embêtant, c'est quand on est incapable de formuler une demande et qu'on se fait attendre, on se fait patienter. Et parfois même, on va se priver, puisque si l'autre ne devine pas, alors je ne peux pas être exaucée, je ne peux pas recevoir ce dont j'avais besoin. Il y a même des personnes chez qui c'est tellement verrouillé, cette histoire-là, et on va décortiquer ça ensemble, mais il y a des gens chez qui c'est tellement verrouillé que non seulement c'est pas possible de demander, mais même quand vous proposez votre aide ou votre contribution, le premier mouvement, ça va être un refus et vous allez devoir proposer plusieurs fois pour que la personne accepte éventuellement enfin. Et ça, à nouveau, c'est épuisant. Et donc, c'est aussi se responsabiliser, si jamais vous faites ça, de voir que c'est épuisant pour vos proches, de devoir deviner ce dont vous avez besoin et de devoir vous le proposer plusieurs fois pour que vous puissiez accepter de l'aide. De l'aide ou autre chose, en tout cas, quelque chose dont vous avez besoin ou envie. Et alors, évidemment, tout ça fait écho avec la peur de déranger, dont je vous parlais déjà dans l'épisode précédent, et je pense que j'en ferai un épisode entier consacré à la peur de déranger. Mais ça veut dire de pouvoir s'autoriser de déranger. Parce que si on ne veut pas déranger, on ne peut pas demander. On ne peut pas formuler ses besoins ou ses envies. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais peut-être qu'on définisse ce qu'est une demande. Une demande, une vraie demande, ça termine par un point d'interrogation. Ça pose une question. Ça invite l'autre personne à répondre. Et il y a quelque chose, moi, qui me gratte un peu, qui m'agace, c'est peut-être fort, mais qui me convient pas, en tout cas. C'est quand quelqu'un vous dit, par exemple, « J'espère que tu vas bien », en espérant une réponse. Et alors pour moi, ça, c'est pas une question. La personne espère, donc très bien, elle est dans son espoir, mais elle est seule dans son espoir, elle n'est pas en interaction avec moi. Pour savoir comment je vais réellement, ça nécessite de me dire « Est-ce que tu vas bien ? Comment vas-tu ? Où est-ce que tu en es ? Voilà, comment ça se passe pour toi ?» avec un point d'interrogation. Là, il y a une vraie question, et donc il y a une vraie ouverture, et il y a une possibilité d'interaction. Le « j'espère que tu vas bien », c'est un peu laconique et en fait, ça n'invite pas à la réponse. C'est une formule de politesse qu'on peut tout à fait et que j'utilise d'ailleurs, mais sans m'attendre à recevoir une réponse. J'utilise dans des mails ou dans des messages où en fait j'ai une question autre que ça à poser et donc pour manifester mon attention à la personne, je lui dis j'espère que tu vas bien ou j'espère que vous allez bien et puis j'enchaîne sur la suite. Donc, comme je vous le disais, une demande, ça veut dire que ça ouvre
et ça amène une réponse. Et donc, dès lors que ça ouvre, qu'est-ce que ça produit ? Eh bien, cela vous expose. Ça veut dire que vous arrivez en ouverture. Et ça, c'est vraiment important de voir ça. C'est qu'une demande, ça met potentiellement en posture de vulnérabilité. Ça veut dire que ça nécessite d'avoir quelque chose de suffisamment solide à l'intérieur de soi pour supporter la réponse. Et une vraie demande, il va y avoir plusieurs possibilités de réponse. Dans le meilleur des cas, évidemment, la personne accède à ma demande et me dit oui et me rend service ou accepte de faire ce dont j'ai besoin ou voilà, ou me donne de ses nouvelles ou peu importe. La deuxième possibilité, et je dirais que c'est le meilleur des cas, c'est qu'elle refuse, elle dit non, mais elle reste en lien et elle dit non à ma demande. Et c'est pas à moi qu'elle dit non, c'est à ma demande, au service que je lui demande ou à quelque chose que j'ai posé. Et donc, elle dit non à ça particulièrement. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas, en cas de non. Et puis, il va y avoir des possibilités qui piquent un peu plus. C'est quand vous n'avez pas du tout de réponse. Ça, c'est douloureux. C'est très douloureux même. Et il peut y avoir un rejet. Donc là, c'est plus à ce que vous demandez qu'on dit non, c'est à vous. Ça veut évidemment rien dire de votre valeur. Ça dit quelque chose de la personne qui a besoin de rejeter soit la relation, soit ce que vous êtes ou ce que vous représentez pour elle. Et donc, ça fait mal. Très souvent, c'est très douloureux dans ces cas-là. Mais ça ne vous remet pas vous en question. Évidemment, c'est bien peu de le dire parce que quand vous êtes en train de vivre une situation de rejet, c'est tellement désagréable. Ça vient souvent toucher des blessures en nous qui se réactivent à cette occasion et donc on peut être amené à se dire que on n'est pas assez bien, on n'est pas suffisant, enfin tout un tas de... On se dévalorise en fait. On remet en question notre valeur. Donc c'est pour ça que je vous disais que ça nécessitait de se sentir quand même suffisamment solide à l'intérieur de soi, d'avoir consolidé des choses, d'avoir apporté de la consistance en soi pour pouvoir supporter le refus ou le rejet ou l'absence de réponse sans s'effondrer, sans que ce soit insurmontable en fait. Donc on peut avoir peur de ces réponses-là qui ne vont pas dans le sens de notre demande et ne plus demander. Mais il est important de voir que le fait d'apprendre à demander, c'est fondamental dans la vie parce que ça en dit long sur notre posture face à la vie et face au monde. Et ça en dit long aussi sur ce qu'on va être capable de réaliser, sur le fait de pouvoir concrétiser des choses, de pouvoir créer la vie que l'on souhaite. Une vie qui soit sur mesure, qui soit à l'image de notre désir, de ce qu'on veut pour soi. Très souvent, ce que j'observe, c'est que quand il y a des personnes qui n'osent pas demander ou chez qui c'est vraiment très verrouillé, il y a comme un empêchement à réaliser des choses. Ça va par exemple se retrouver dans la sphère professionnelle. C'est des personnes qui ne trouvent pas le travail qu'elles aimeraient vraiment ou qu'on ne rappelle pas pour passer des entretiens ou qui passent des entretiens mais qu'on ne sélectionne pas. Ou alors, ça va être la difficulté à mettre en place des projets, une entreprise, des événements. Voilà, ça peut être très vaste, mais cette difficulté, c'est bien quand on n'arrive pas à aller au bout des choses ou quand ça se passe pas comme on souhaite, c'est toujours intéressant d'aller interroger notre capacité à demander. Évidemment, tout ne repose pas là-dessus, mais quand même, quand on a la possibilité, avec beaucoup de liberté, de demander pour soi, ça ouvre énormément de portes. Et je voudrais vous raconter, revenir sur ce qui s'est passé pour moi avant de partir en trek au Népal.
Si vous suivez un peu mes péripéties sur Instagram, peut-être que vous avez vu ça. Et sinon, vous allez le découvrir. Mais en fait, donc j'ai réservé mon voyage et j'ignorais totalement à ce moment-là que dans 85 pays du monde actuellement, et il y en a de plus en plus, 85 pays du monde vous demandent d'avoir une validité de passeport de 6 mois supplémentaires à votre voyage. Donc, c'est pas votre date de retour qui compte, il faut rajouter 6 mois. Et j'appelle l'organisme de voyage pour poser des questions. Et au moment où j'appelle, donc je dois partir le 25 décembre. Et j'appelle le 11 décembre, sachant qu'il va y avoir la période de Noël et que tout est plus lent, tout est plus compliqué, puisqu'évidemment, il y a les congés, il y a tout un tas de choses à ce moment-là en France. J'apprends donc cette information le 11 décembre. Et là, c'est la catastrophe. Je ne peux pas faire rembourser mon voyage. Je ne peux pas partir parce que je sais pertinemment que mon passeport ne passe pas, puisque je n'ai pas les 6 mois de validité. Et j'ai vraiment un moment d'effondrement, un moment où tout me paraît terrible, c'est injuste, c'est tout ce que vous voulez. Et donc, je prends quelques heures, une soirée pour vivre ma déception, l'impression que je ne vais pas pouvoir partir, que tout est fichu. J'en rigole aujourd'hui, mais vraiment, à ce moment-là, je me dis que le monde est contre moi, que le sort s'acharne, enfin tout ce qu'on peut se raconter quand notre blessure d'injustice est réactivée. Et heureusement, je suis quand même bien entourée, donc il y a des gens autour de moi qui m'ont réinsufflé, qui m'ont donné de l'énergie, de l'élan, et qui m'ont dit « mais tu vas trouver une solution, ne lâche pas comme ça », voilà. Et donc, j'ai pris un moment pour vivre ça, et puis je me suis réorganisée dans ma tête, psychiquement parlant, émotionnellement parlant, ça s'est un peu apaisé. Et j'ai pu à nouveau réfléchir avec du discernement. J'allais à un gala de Noël avec un réseau de professionnels. Et j'en ai parlé à la table à laquelle j'étais avec beaucoup de simplicité et en me rendant vulnérable parce que, évidemment, vous imaginez que de pouvoir dire à des personnes que je connais à peine, que je viens de rencontrer, que j'ai fait une énorme bourde parce que alors la moitié des gens autour de moi sont au courant de cette histoire des 85 pays, la moitié n'en avait aucune idée. Il n'empêche que de parler de ça me met pas en position très glorieuse. Je suis pas en super état pour non plus. Je suis encore sous le coup de l'émotion. Et en même temps, je me dis de toute façon, je n'ai rien à perdre. Donc, je mets mon ego de côté et je dis les choses très simplement. Et puis, le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, bien récupératrice et qui m'a fait beaucoup de bien, je prends mon téléphone et je décide d'écrire à quelqu'un. Alors, je pense que j'ai un peu écouté mon intuition. Et j'émets une demande très claire, très authentique. Je dis réellement ce qui se passe. Et je dis le motif de mon voyage. J'invente rien parce que, évidemment, des gens m'avaient suggéré d'inventer des choses. Ça me correspondait pas, ça m'allait pas, de faire des faux papiers. Alors moi, c'est pas du tout mon truc. Des fausses attestations, des choses comme ça, c'est pas envisageable pour moi. Donc, je prends le parti de dire que c'est pour le loisir, je parle un peu du but de mon voyage et je dis que je pourrais pas y aller. Donc, et en fait, j'ai été entendue et c'était fabuleux parce que une des personnes qui était à la table lors du gala de Noël, qui a rien dit, qui est restée vraiment discrète, m'a envoyé un message le lendemain en me donnant un contact, en me disant « appelle cette personne-là, elle va pouvoir faire quelque chose pour toi ».
Et la personne à qui j'ai écrit le message a réussi en remuant, il a réussi à remuer ciel et terre. Et en fait, la combinaison des contacts que j'ai eus a permis de faire en sorte que j'obtienne un passeport. Et en 5 jours, vraiment, j'ai eu ce passeport, le sésame, qui me permettait d'aller faire mon trek au Népal. Et alors, j'ai été tellement émue, tellement touchée Enfin, je suis souvent touchée de ce que je reçois, peut-être parce que je n'ai pas été habituée à recevoir autant, mais j'ai été vraiment bouleversée de voir ce que des personnes que je connaissais très peu étaient capables de déployer pour rendre ce voyage possible. Et c'était formidable de voir ça. Alors, il y a eu un message qui était très beau, parce que je me confondais en merci. Je disais merci, 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 merci. Et à un moment, une des personnes qui m'a aidée m'a dit, mais en même temps, tu donnes tellement qu'il y a un moment où ça t'est rendu. Et j'aime cette idée que ça circule, que quand on donne, quand on ouvre son cœur, que quand on transmet, ça va nous revenir, mais pas parce qu'on l'a donné, ça revient par un autre endroit où on ne l'attend pas. Et alors, on reçoit et oui, c'est le mot, ça circule. Et j'aime vraiment beaucoup cette idée-là. Et pour ça, ça veut dire que ça nécessite que ce soit ouvert. Et ça veut dire de pouvoir demander avec authenticité, d'oser se montrer vulnérable ou dans une posture pas très agréable, pas très glorieuse. Parce que c'est ça, oser demander. En fait, c'est accepter de se voir comme étant quelqu'un en besoin de quelque chose. Sinon, on ne peut pas demander. Si vous demandez, ça veut dire que vous avez besoin. Et donc, la question que je pourrais vous poser, comme vous savez que j'adore vous poser des questions, c'est qu'est-ce que ça vous fait d'être vu comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose, ou pire, et c'est ironique, qui a besoin de quelqu'un. Comment c'est pour vous cette affaire-là, d'être vu dans le besoin ? Parce que même au niveau, sur le plan linguistique, l'expression « être dans le besoin », elle a quand même une connotation qui est peu valorisante et qui a une charge symbolique qui représente le manque. C'est être en manque de ou ne pas avoir suffisamment quelqu'un dans le besoin. Il y a une connotation péjorative. En tout cas, dans l'imaginaire collectif, dans la représentation sociétale, dans tout ça. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. On a le droit d'avoir besoin, c'est nécessaire d'avoir besoin, et c'est magnifique quand on ose manifester ses besoins parce que ça permet d'être en relation, de relationner avec les autres. Ça donne le droit à l'autre d'être là pour moi. Donc je trouve ça fabuleux. Mais dans certaines représentations qui sont véhiculées, il y a comme une interdiction, et c'est ça qui verrouille, et c'est ça qui empêche de demander. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que ça vous fait, à vous, d'être vu comme quelqu'un qui a besoin ? Et évidemment, c'est comme tout ce que je vous transmets ici, c'est un apprentissage, c'est un entraînement, c'est une répétition, c'est comme un muscle. Plus on ose demander, et plus ça devient confortable et facile de le faire. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas l'enjeu qu'on pouvait y mettre, que c'est pas si catastrophique que ça peut même devenir assez agréable. Avant de terminer, j'aimerais vous donner des contre-exemples de situations que j'ai vécues plus ou moins récemment, qui ne donnent pas du tout envie de répondre, parce que très souvent, quand on a peur de déranger, quand on a peur de demander, soit on ne demande pas et on se fait attendre, on se met dans la salle d'attente de la vie,
Et puis rien ne se passe si les autres ne devinent pas. Donc on doit se débrouiller tout le temps tout seul. Soit il y a une autre possibilité, c'est qu'on entre en interaction, en tout cas on arrive avec sa demande, mais sous l'angle du rejet. Donc au lieu de formuler une demande claire, en fait je vais transformer ou travestir ma demande, mais sauf que ça donne une impression de rejet. Et donc forcément, qu'est-ce qui va se produire si vous arrivez par la porte du rejet? Si vous arrivez en fermeture, vous allez plutôt inspirer du rejet. La vie va vous rendre ce que vous envoyez. Donc, j'ai un exemple pour ça. C'est qu'il y a un ami de qui j'étais vraiment très proche il y a longtemps maintenant. Et pour différentes raisons que je ne veux pas développer ici, j'ai décidé de mettre un terme à notre relation. Et voilà, c'était plus aligné avec moi, la relation en elle-même, y avait quelque chose qui me convenait plus, il y avait des choses qui me mettaient mal à l'aise. Et puis, donc j'ai continué ma vie et c'est quelqu'un à qui je pense de temps en temps. En tout cas, j'ai été vraiment proche de cette personne. Donc, quand j'ai aimé quelqu'un, j'oublie pas les gens, je pense à eux. Et il peut m'arriver d'être recontactée ou moi de recontacter quelqu'un. Et puis, soit d'avoir quelques échanges et ça en reste là, soit ça peut aussi renouer. Parfois, quand on a avancé, que les autres ont avancé, nos chemins peuvent se croiser à nouveau et c'est merveilleux quand c'est possible. Et cet ami m'envoie un message et je pense qu'il avait peur de ma réaction. Et donc il est arrivé, c'est ce que je vous disais, il est arrivé en rejet, il est arrivé en fermeture. Et au lieu de me dire « mais comment vas-tu ? Ça me ferait super plaisir d'avoir de tes nouvelles, tu me manques, je pense à toi », en fait il m'a dit les mêmes choses, mais de manière assez sèche et en me disant je suis sûre que tu vas pas répondre, mais je pense à toi et tu me manques. Et alors très franchement, je vous le dis, moi ça me donne pas du tout envie, ça. Quand on me dit ça comme ça, je me dis oh là là, ça fait des années qu'on s'est pas parlé, ça a l'air lourd, donc j'ai pas envie. Et le pire, c'est qu'avant, je faisais typiquement ce genre de truc et je comprenais pas mais que ça fonctionne pas. Et maintenant, je vois de l'autre côté ce que ça peut rendre. Et vraiment, là, moi, ça m'a refermée tout de suite et je me suis sentie enfermée. Je me suis sentie jugée. Et donc, j'ai répondu. Et je lui ai dit que on avait été très proches et que je gardais dans mon cœur tous les moments qu'on avait partagés et que j'avais pas envie de renouer un contact et d'échanger à nouveau. Et plus de réponse. Donc, c'est pour vous dire que attention à la manière dont vous arrivez. Parfois, vous êtes persuadé que vous allez être rejeté et ça vient nourrir votre scénario, votre script intérieur. En gros, on se construit des scénarios sur le monde et sur les autres. Et ça, j'y reviendrai ultérieurement. Mais on va remettre en scène, inconsciemment, tout un tas de situations pour confirmer notre scénario. Donc si vous voulez un vrai partage avec quelqu'un et que vous arrivez en lui disant autre chose que ce que vous voulez vraiment parce que vous avez peur d'être rejeté et donc ça fera un peu moins mal si vous avez moins l'air d'avoir besoin ou d'avoir envie, en fait vous êtes en train de maquiller votre désir et votre demande et vous risquez de ne pas recevoir ce que vous aimeriez vraiment au fond de votre cœur. Donc, une autre question à vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur ? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment ? Quel est mon désir ? Quelle est mon envie ? Quel est mon besoin ? De pouvoir vraiment le poser, de pouvoir l'écrire. Prenez ce réflexe de prendre un papier et un stylo, c'est même mieux qu'un smartphone, d'écrire dans les notes, vraiment le côté graphique, peu importe votre écriture, on s'en fiche, c'est pour vous. Mais le fait d'écrire, ça pose la pensée. Et donc, écrivez quand vous avez besoin de demander quelque chose. C'est qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que j'aimerais réellement dire à cette personne ? Qu'est-ce que mon cœur voudrait ? Qu'est-ce que mon désir dirait si j'avais pas les barrières, si j'avais pas de défense, si j'avais pas peur ?
qu'est-ce que j'aimerais dire, le plus clairement possible, le plus simple possible, poser des phrases courtes et claires. Et puis par ailleurs, cette fois-ci, vous sortez votre smartphone et vous écrivez spontanément dans vos brouillons, vous envoyez pas ce message, mais vous écrivez spontanément ce que vous diriez à la personne. Et comparez les deux versions. La version que vous avez dans votre cœur et la manière dont vous vous apprêtez à le demander, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et vous allez vous apercevoir du décalage. Ça ne veut plus du tout dire la même chose parce que souvent, il y a des défenses qui se mettent en place et donc on est en train de maquiller notre demande. Et évidemment, le but, c'est petit à petit d'arriver à dire les choses de manière très authentique, de travestir le moins possible ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez envie pour être exaucé. Encore une fois, c'est vous que ça sert ou que ça dessert. Si vous voulez vraiment obtenir quelque chose, alors demandez-le. Il y aura quand même tellement plus de chances que vous soyez exaucé si vous demandez, plutôt que si vous attendez et que vous ne demandez pas. Et puis pour conclure, il y a une anecdote un peu rigolote que je raconte souvent. En tout cas, moi, elle m'a vraiment marquée symboliquement. C'était assez fort. J'apprenais à demander. C'était un moment de ma vie où je me rendais compte, j'avais identifié que vraiment, je ne savais pas formuler des demandes. C'est pas encore... peut-être pour vous décomplexer, c'est pas encore si clair que ça pour moi, mais ça commence à être le cas de plus en plus. Et donc avec ce que je vous ai raconté de mon anecdote du passeport, par exemple, très clairement ça a bougé depuis, mais il y a encore des zones où c'est plus difficile pour moi. Ça me demande soit de gros efforts, soit beaucoup de courage, parce qu'évidemment ça me demande d'ouvrir mon cœur et de m'exposer, de me montrer vulnérable, de traverser ma peur du rejet, ma peur de paraître ridicule ou qu'on se moque de moi. Il y a encore parfois des réminiscences de ça, et notamment en ce qui concerne la sphère amoureuse, sentimentale, amicale. Quand il y a de l'affect en jeu, c'est encore difficile, mais ça, c'est de plus en plus accessible. Voilà, je cherchais le mot. Et alors, j'ai perdu mon idée. Oui, je vous disais que j'apprenais, donc je venais d'identifier que je ne savais pas demander. Et j'apprenais à faire ça. Et puis, je venais d'acheter une voiture. Et un des critères pour moi de sélection de la voiture, c'était d'avoir le Bluetooth, parce que écouter de la musique dans ma voiture, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Enfin, de la musique ou des podcasts, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et je voulais quelque chose de pratique, facile, pas prise de tête. Et là, impossible de connecter mon téléphone à la voiture. Vraiment, j'essaye tout avec le manuel. Je réessaye plusieurs fois. Je me désespère un peu. Et je réessaye une dernière tentative. Et en fait, là, j'ai l'idée de demander à la voiture, c'est-à-dire que j'active la reconnaissance vocale et je lui demande: connecte mon téléphone en Bluetooth. Et là, miracle, le téléphone se branche sur la voiture. Et j'étais tellement en joie de ça, et c'est resté une anecdote vraiment marquante pour moi, qui me disait, tu vois, quand tu formules une demande claire à voix haute, ça peut fonctionner et tu es exaucé. Et je l'ai gardé comme un moment fort pour m'encourager dans les moments où je n'arrive pas à demander, pour m'encourager à demander. Et puis c'est une anecdote que je vous partage de temps en temps en séance, justement pour abonder dans le sens de vous encourager à demander. Vraiment, je vous souhaite d'apprendre à le faire. Et puis, peut-être que je poursuivrai le prochain épisode sur comment recevoir un refus, parce que évidemment, quand on n'exauce pas une de vos demandes ou qu'on vous oppose un refus, c'est important de savoir quoi en faire, comment réagir. Ça fait partie de l'éthique relationnelle, et puis de ne pas verser dans quelque chose de toxique ou de ne pas faire payer à l'autre le fait qu'il ou elle ait dit non. Ce serait intéressant qu'on puisse parler de ça la prochaine fois ou une autre fois. Dans quelques instants, je vais évidemment vous donner ma citation de fin et puis finir avec une petite touche importante.
Dites-moi comment c'était pour vous cet épisode. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus longs, mais en même temps, je trouve mon rythme de croisière. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur les plateformes d'écoute, que ce soit YouTube, Spotify, Deezer et autres. À noter le podcast avec 5 étoiles ou en mettant des likes, ça aide vraiment énormément à être diffusé, à être proposé dans les algorithmes et que d'autres personnes découvrent le podcast et bénéficient de toutes les pistes que je vous offre. Pour conclure, ma citation d'aujourd'hui, c'est Nelson Mandela qui nous dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et je la trouvais très à propos parce que on pourrait dire « Je ne perds jamais ». Quand je demande, même si j'obtiens un refus, j'ai eu le courage de demander. Et ça, c'est déjà une sacrée victoire. Alors je compte sur vous pour faire une très longue liste de souhaits. Et je vous dis à très vite.